Sonobook présente Martien Go Home de Frederick Brown. Prologue. Si les peuples de la Terre n'étaient pas préparés à la venue des Martiens, c'était entièrement leur faute. Les événements du siècle en général et des précédentes décennies en particulier auraient dû leur mettre la puce à l'oreille. Ils pouvaient même s'y attendre, en fait, depuis bien plus longtemps encore, l'homme ayant échafaudé des hypothèses sur la pluralité des mondes habités depuis qu'il savait que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Mais ces hypothèses, sans rien pour les confirmer ni les réfuter, demeuraient sur un plan purement philosophique, comme la question du nombril d'Adam ou du sexe des anges. Disons donc que cette préparation pouvait avoir commencé avec Schiaparelli et surtout Lowell. Schiaparelli est l'astronome italien qui découvrit les canaux de la planète Mars, mais il ne soutint jamais qu'ils étaient construits de la main d'êtres vivants. L'astronome américain Lowell vint ensuite, et après avoir étudié et dessiné les canaux, il mit en branle son imagination puis celle du public, en affirmant que c'était incontestablement des constructions, preuve indéniable que Mars était habité. À la vérité, peu d'astronomes se rangèrent à la théorie de Lowell. Les uns nièrent jusqu'à l'existence de ces marques, ou les considérèrent comme des illusions d'optique. Les autres les expliquaient comme des phénomènes géographiquement naturels. Mais le public, qui tend toujours à négliger le contre au bénéfice du pour, suivit Lowell. Il demanda et redemanda du martien, et il en eut. Des millions de mots de spéculation dans le style vulgarisateur. Puis la science-fiction prit le pas sur la science et démarra en beauté en 1895 avec l'admirable Guerre des mondes de Wells, où se trouve décrite l'invasion de la Terre par des Martiens qui traversent l'espace dans des projectiles envoyés de Mars par canon. Ce livre devait contribuer grandement à préparer la Terre à l'invasion. Et un autre Wells, un certain Orson, y participa aussi en 1938 avec son émission de radio fondée sur le roman. Celle-ci prouva, sans qu'on l'eût voulu, que des milliers de gens étaient déjà prêts à accepter l'invasion de Mars comme une réalité. Dans tout le pays, d'innombrables auditeurs qui avaient manqué l'annonce du programme crurent en le captant par hasard sur leur poste que c'était vrai, que les Martiens avaient réellement débarqué pour semer la mort et la désolation. Selon leur tempérament, les uns se cachèrent sous leur lit et les autres se précipitèrent dans la rue avec des armes à feu pour accueillir les envahisseurs. La science-fiction s'épanouissait, mais la science aussi, tant et si bien qu'il devenait toujours plus difficile de déterminer dans la première où finissait la science et où commençait la fiction. Il y eut les V2, le radar, le sonar, puis la bombe A, qui fit douter les gens des limites de la science, l'énergie atomique. Déjà, les fusées expérimentales grignotaient l'espace et s'élevaient plus haut que l'atmosphère au-dessus du désert de White Sands, dans le Nouveau-Mexique. Vint ensuite la bombe H, puis les soucoupes volantes. Bien sûr, nous savons maintenant ce qu'elles étaient, mais à l'époque, on crut fermement que leur origine était extraterrestre. Le sous-marin atomique, la découverte du Metzit en 1963, la théorie de Barner prouvant la fausseté de celle d'Einstein et la possibilité de vitesse supérieure à celle de la lumière. Maintenant, n'importe quoi pouvait arriver et un grand nombre de gens s'y attendaient. L'hémisphère occidental n'était pas seul affecté. Partout, on devenait prêt à tout admettre. Il y eut le japonais de Yamanashi, qui prétendit être lui-même un martien et se fit tuer par une foule en délire qu'il avait cru. Il y eut les révoltes de 1962 à Singapour, et il est reconnu que la rébellion des Philippines l'année suivante fut suivie chez les Moros d'un culte secret dont les adeptes disaient être en communication mystique avec les Vénusiens et agir conseillés et guidés par eux. Et en 1964, il y eut le cas tragique des deux aviateurs américains qui durent faire un atterrissage forcé avec leur stratojet expérimental. Ils se posèrent juste au sud de la frontière et furent instantanément massacrés avec enthousiasme par des Mexicains qui, les ayant vus descendre de leur appareil avec leur tunique gravitique et leur casque à oxygène, les avaient pris pour des Martiens. Oui, sans doute, nous devions être préparés. Mais préparés à la forme sous laquelle ils se montrèrent, oui et non. La science-fiction nous les avait présentés sous des milliers de formes. Grandes ombres bleues, reptiles microscopiques, insectes gigantesques, boules de feu, fleurs ambulantes, et tout ce que vous voudrez. Mais elle avait soigneusement évité le plus banal des clichés, et ce fut ce cliché qui se révéla être la vérité. Les Martiens étaient vraiment des petits hommes verts. Mais avec une différence, et quelle différence! À cela, personne
ne pouvait être préparé. Comme beaucoup de gens croient encore que cela peut être en rapport avec la question, il convient de préciser que l'année 1964 débuta sous des auspices normaux et que rien ne la distinguait des précédentes. Dans un sens, ces auspices étaient même plus favorables. Le léger recul économique des années 60 était surmonté et la bourse atteignait de nouveaux plafonds. La guerre froide était toujours dans la glacière et la glacière ne semblait pas plus devoir exploser qu'en aucun autre moment depuis la crise chinoise. L'Europe était plus près d'être unie que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne relevée avait repris sa place parmi les grandes nations industrielles. Aux États-Unis, les affaires étaient en plein boom et beaucoup de garages abritaient 2 voitures. En Asie, la famine était moins importante qu'à l'accoutumée. Oui, 1964 commençait bien, mais ce n'était que le commencement. Première partie, arrivée des Martiens. Date, mardi 26 mars 1964, début de la soirée. Lieu, une cabane de 2 pièces dans le désert, isolée à plus d'1 mille à la ronde et proche d'Indio, Californie, à 150 milles au sud-est de Los Angeles. Seul en scène au lever du rideau, Luc Devereaux. Pourquoi lui ? Ma foi, pourquoi pas ? Il faut bien commencer par quelque chose. Et Luc, en tant qu'auteur de science-fiction, devait être en principe mieux préparé que beaucoup d'autres à ce qui allait se produire. Je vous présente Luc Devereaux, 37 ans, près d'1,80 m, poids actuel 65 kg, tête surmontée de cheveux rouges en bataille, impossible à domestiquer sans l'usage de fixateurs, et Luc n'en employait jamais. Sous les cheveux, des yeux bleu pâle au regard de préférence vague, le genre d'yeux dont on n'est jamais sûr qu'il vous voit même s'il vous regarde. Sous les yeux, un long nez mince, raisonnablement centré dans une figure en longueur et pourvu d'une barbe de 48 heures au bas mot. Tenue du héros pour le moment, 20h14 heure de la côte Pacifique, une chemise de sport blanche ornementée en rouge des lettres YWCA, un pantalon crasseux et des sandales fatiguées. Ne vous méprenez pas sur l'inscription YWCA, Association des jeunes femmes chrétiennes, Luc n'avait jamais fait, ne fera jamais partie de cet organisme. La chemise avait appartenu précédemment à Margie, sa femme ou ex-femme. Luc n'était pas exactement fixé sur sa situation matrimoniale. Le divorce avait été prononcé 7 mois auparavant, mais le décret ne serait officiel que d'ici 5 mois. En quittant le foyer conjugal, elle avait dû laisser cette chemise parmi les affaires de Luc. Celui-ci, qui en portait rarement à Los Angeles, l'avait découverte ce matin seulement. Elle lui allait bien, Margie avait de l'envergure. Alors autant la mettre l'espace d'1 jour ici dans le désert, avant de s'en servir pour nettoyer la voiture. Inutile de songer à la retourner à sa propriétaire, eussent-ils même été en de meilleurs termes. Margie avait rompu avec l'YWCA bien avant d'avoir rompu avec lui-même, et elle n'avait pas endossé la chemise depuis lors. Peut-être l'avait-elle délibérément abandonnée au milieu de celle de son mari en guise de farce. Mais Luc en doutait, vu l'humeur dont elle avait fait montre à son départ. Si farce il y avait, elle était dans l'eau, puisqu'il avait découvert la chemise en la circonstance précise où, étant seul, il pouvait se permettre de la porter. Et si elle avait escompté que, tombant sur cette relique, il laisserait mélancoliquement sa pensée voler vers elle, c'était aussi un coup pour rien. Chemise ou pas, il pensait à elle à l'occasion, mais sans la plus légère trace de mélancolie. Il était de nouveau amoureux, et d'une fille aux antipodes de Margie. Elle s'appelait Rosalind Hall et travaillait comme sténo au studio de la Paramount. Il était fou d'elle, fou, cinglé, mordu. Ce fait n'était pas étranger à sa présence solitaire dans cette cabane, à des kilomètres de toute route bétonnée. Le possesseur de la cabane était un de ses amis, Carter Benson, écrivain comme lui. Il l'habitait à l'occasion, durant les mois frais comme en ce moment, dans le même dessein que celui de Luc alors présente. Trouver la solitude pour trouver un sujet de roman, pour trouver de quoi vivre. C'était le soir du 3e jour depuis la venue de Luc à la cabane, et il n'avait toujours rien trouvé. La solitude pourtant était sans faille, ni courrier, ni téléphone, pas âme qui vive à perte de vue. Néanmoins, cet après-midi, il lui semblait avoir furtivement entrevu une idée. Quelque chose de vague, de diaphane, impossible à fixer sur le papier. Quelque chose d'impalpable en tant que concept, mais quelque chose. Il espérait que ce serait un point de départ, l'amorce d'un mieux par rapport à la situation désastreuse de ces derniers temps à Los Angeles.
La pire dégringolade de toute sa carrière d'écrivain. Pas un mot rédigé durant des mois. De quoi devenir fou. Et son éditeur qui n'arrêtait pas de le relancer, par voie aérienne depuis New York, en réclamant un titre, au moins un titre, à mentionner comme prochain livre à paraître de lui, et en demandant quand le bouquin serait écrit, requête légitimée par les $500 d'avance déjà versés. En définitive, livré au désespoir, et quel désespoir est pire que celui de l'écrivain incapable d'accoucher une ligne, il avait sollicité de Carter Benson, qu'un contrat avec Hollywood allait tenir absent 6 mois, la permission de loger dans son ermitage. Et il entendait y demeurer jusqu'à gestation complète d'un livre. Une fois celui-ci mis en train, il pourrait retourner dans son habitat natif, où il lui serait loisible de le mener à bien sans avoir à se priver des soirées avec Rosalind Hall. Et depuis 3 jours, donc, de 9h du matin à 5h du soir, il arpentait le plancher en essayant de se concentrer, s'efforçant au calme et parfois prêt à hurler. Le soir, sachant qu'il serait plus nuisible que salutaire de torturer trop longtemps son cerveau, il s'accordait repos, lecture et quelques vers. Plus précisément, 5 vers. De quoi le détendre sans le noircir. Il les faisait durer soigneusement jusqu'à 11h et se mettait alors au lit. Rien ne valait la régularité. Enfin, bien sûr, ce n'était pas très concluant jusqu'ici. À 20h14, heure susdite, il en était à la seconde gorgée de son 3e verre, qui le mènerait jusqu'à 9h. Il s'efforçait de lire, mais son esprit, au lieu de se consacrer à la lecture, l'entraînait à la recherche de l'inspiration. L'esprit humain a souvent le goût de la contradiction. Et sans doute, parce que son cerveau suivait à cette minute une pente naturelle, Luc était plus près d'un sujet de roman qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Laissant muser son imagination, il se demanda brusquement. « Et si les Martiens ?» Un coup fut frappé à la porte. Il la regarda avec stupéfaction avant de poser son verre et de se lever. Dans le silence du soir, il aurait forcément entendu une auto, et à pied, personne ne se serait promené par ici. Il y eut un nouveau coup, plus fort. Luc alla ouvrir et regarda dehors au clair de lune. Il ne vit rien. Il regarda ensuite à ses pieds. Oh, non. C'était un petit homme vert d'environ 75 cm de haut. « Salut Toto! C'est bien la Terre ici ?» Ah non, c'est pas possible. Ah, on dirait que si pourtant. Le petit homme vert éleva la main. Une seule lune dont les dimensions et les distances correspondent. Il n'y a qu'une seule planète dans le système à n'avoir qu'une lune, et c'est la Terre. La mienne en a 2. Ciel. Il n'y avait qu'une seule planète dans le système solaire à avoir 2 lunes, et c'était... Allons, Toto, mettons les choses au point. Est-ce que c'est la Terre, oui ou non? Luc acquiesça faiblement. Bon, voilà toujours un point d'acquis. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu as l'air toute chose, Toto? Mais Tu te sens mal? C'est ça? C'est ta façon d'accueillir les visiteurs? Tu ne vas pas m'inviter à entrer. Mais si vous voulez vous donner la peine... Parvenu à l'intérieur, le Martien regarda autour de lui, les sourcils froncés. Quel piole minable! Est-ce que tous les terriens vivent là-dedans? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un taudis? Et ce mobilier? Par Arquette, c'est d'un miteux! Je ne l'ai pas choisi. C'est un de mes amis, en fait. Tu as de drôle d'amis. Tu es tout seul ici? C'est justement ce que je me demande. Ah non, vous êtes peut-être une hallucination. Le Martien s'éleva d'un bond jusqu'à une chaise et s'assit les jambes pendantes. Peut-être, mais dans ce cas, tu as une araignée au plafond. Luc ouvrit et referma la bouche. Il se rappela son verre et le renversa en voulant le saisir. Le contenu s'en répandit à travers la table et sur le plancher. Il jura, puis se souvint que ce n'était pas un mélange très corsé. Ce dont il avait besoin en la circonstance, c'était de quelque chose de raide. Il alla se verser un plein verre de whisky. Il en but une gorgée et crut qu'elle n'allait pas passer. Quand il l'eut enfin dégluti, il revint s'asseoir verre en main et se mit à fixer son visiteur. « On se documente ?» Luc ne répondit pas. Il prenait son temps. Son hôte, à l'observer, était humanoïde, mais rigoureusement non humain. Cela excluait tout soupçon, si faible fût-il, d'une blague montée par un copain à l'aide d'un phénomène de foire.
L'être ne pouvait être un nain, car son torse était très court en proportion de ses longs membres effilés, au contraire des nains. Relativement grosse, la tête était plus sphérique qu'une tête humaine, et le crâne en était complètement chauve. De même, le visage était imberbe, et Luc avait l'intuition que le corps devait se trouver également dépourvu de toute pilosité. Quant aux traits, leur constitution était normale, mais non leurs proportions. Bouche et nez avaient 2 fois la taille de leur équivalent humain. Par contre, les yeux vifs étaient minuscules et très rapprochés, et les oreilles petites également étaient privées de lobes. La peau avait semblé vert olive au clair de lune, à la lumière artificielle, elle tirait plutôt sur l'émeraude. Il y avait 6 doigts aux mains, aux pieds aussi probablement, mais la présence de chaussures interdisait de le vérifier. Les chaussures étaient vert sombre, ainsi que le reste des vêtements, culottes collantes et blouses lâches, d'une matière pareille d'aspect à du daim ou de la peau de chamois. Pas de chapeau. Je commence à vous croire. Il but une autre gorgée, encore sous le coup de la surprise. Est-ce que tous les humains sont aussi tartes que toi? Et aussi malotrus? Boire sans même offrir un verre à son hôte? Pardon. Luc se leva pour chercher un autre verre. Non que j'en en ai envie. Je ne bois pas. Répugnante manie. Mais tu aurais pu me le proposer. Luc se rassit avec un soupir. Oh, j'aurais dû... encore pardon. Voyons maintenant, mon nom est Luc Devreau. Quel nom idiot! J'en penserai peut-être autant du vôtre. Puis-je vous le demander? Certainement. Ne te gêne pas. Luc eut un autre soupir. Eh bien... quel est votre nom? Les Martiens n'en portent pas. Coutume ridicule. Mais ils savent quand même ce que c'est. Vous m'avez bien appelé Toto. Forcément. Nous appelons tout le monde Toto. Ou l'équivalent dans n'importe quel langage. On n'a pas à se fatiguer à chercher un nom nouveau pour toutes les personnes à qui l'on parle. Luc avala une autre gorgée. Il y a peut-être là une idée. Mais passons à plus important. Qu'est-ce qui me rend certain que vous êtes bien là? Toto, je te l'ai dit. Tu as une araignée au plafond. C'est justement là qu'est la question. En ai-je une? Si vous êtes vraiment là, je vous accorde que vous êtes non humain, et dans ce cas, je n'ai pas de raison de douter de votre lieu d'origine. Mais sinon, ou bien j'ai trop bu, ou bien j'ai des hallucinations. Sauf que je sais que je n'ai pas trop bu. 2 verres seulement, et si faibles que je les ai à peine sentis. Pourquoi les as-tu bu alors? Rien à voir avec notre sujet. Pour reprendre, cela laisse donc 2 possibilités. Ou vous êtes bien là, ou je suis cinglé. Le Martien émit un bruit grossier. Et qui te prouve qu'elles s'excluent mutuellement? Il est évident que je suis bien là. Mais rien ne me dit que tu n'es pas cinglé. Je m'en fiche d'ailleurs. Luc soupira encore. On soupirait beaucoup à converser avec un Martien. On buvait beaucoup aussi. Son verre était vide. Il se leva pour le remplir de nouveau. Whisky pur encore, mais cette fois avec 2 cubes de glace. Au moment de se rasseoir, il eut une inspiration. Posant son verre, il dit « Excusez-moi un instant. » Puis alla dehors. Si le Martien était réel, et s'il était réellement un Martien, il devait y avoir aux alentours un astronef, à moins qu'il ne tombât aussi sur une hallucination d'astronef. Mais à perte de vue, au clair de lune, le désert était vide d'astronef, même à l'état d'hallucination. Luc fit le tour de la cabane pour s'en assurer. Il rentra, s'assit confortablement, pompa une bonne gorgée et pointa vers le Martien un index accusateur. « Pas d'astronef? Évidemment pas d'astronef. Alors comment vous êtes venu? Pas avec vos trucs à la noix, voyons. J'ai couimé. Quoi? Comme ça. Fit le Martien en quittant sa chaise. Le mot « comme » était venu de la chaise, le mot « ça » de derrière Luc. Luc se retourna d'une traite. Le Martien était perché au bord du fourneau à gaz. « Un juste ciel! De la téléportation ?» Le Martien disparut. Luc regarda de nouveau la chaise. Le Martien s'y trouvait. Téléportation des nèfles. Moyen sommaire, il faut un support matériel. Le couimage dépend uniquement du mental. Tu ne pourrais pas y arriver. Pas assez futé pour ça. Vous êtes venu ainsi tout le long du chemin depuis mars? Interrogea Luc en absorbant une gorgée. Bien entendu. Le temps d'1 seconde avant de frapper chez vous. Et vous aviez déjà couimé jusqu'ici? Ben dites donc.
Luc éleva de nouveau l'index. J'ai l'impression que oui, au fait. Et en même temps que beaucoup de vos congénères. D'où les croyances aux farfadets, aux lutins. Tu débloques. C'est vous tous avec vos araignées au plafond qui vous êtes collés vos croyances en tête. Personne de nous n'est jamais venu ici. Ce qu'il y a, c'est qu'on vient tout juste d'inaugurer la technique du couimage longue distance. Avant, c'était simplement à courte portée. Pour le faire interplanétairement, il fallait cogiter l'okima. Et comment pouvez-vous parler notre langue? Ah, La lèvre inférieure du martien s'enroula sur elle-même. Elle était remarquablement bien adaptée à cette opération. Je parle tous vos petits langages à la gomme. On les entend tous dans vos programmes de radio. Et même sans ça, je me charge d'en assimiler un en 1 heure. C'est du genre enfantin. En y mettant 1000 ans, tu ne pourrais pas apprendre le martien. pas étonnant que vous ayez faible opinion de nous si vous la fondez sur nos programmes de radio. La plupart sont puants, je vous le concède. Je suppose que vous êtes nombreux à le penser, puisque vous vous en débarrassez en les projetant en l'air. Luc se domina et continua de boire. Il se mettait à croire en définitive qu'il s'agissait là effectivement d'un martien et non d'un produit de son imagination. Une idée le frappa soudain. Il ne perdait rien à admettre ce fait, et par contre, si c'était bien un martien, il avait tout à gagner en tant qu'auteur de science-fiction. Parlez-moi de Mars. Comment est-ce? C'est pas tes oignons, Toto. Luc compta jusqu'à 10 en essayant de garder son calme. Écoutez, j'ai été un peu renfrogné au début, mais c'était l'effet de la surprise. Maintenant, je vous fais mes excuses. Est-ce qu'on ne pourrait pas se comporter comme des amis? Je n'en vois pas la nécessité. Tu es d'une race inférieure. Disons au moins pour rendre cette conversation plus agréable pour nous deux. Pas pour moi, Toto. J'adore éprouver de l'aversion pour les gens et me disputer avec eux. Si tu te mets à me passer la main dans le dos, je chercherai quelqu'un d'autre. Non, je vous en prie. Luc s'aperçut de son erreur et se reprit. Alors fichez-moi le camp d'ici et en vitesse, si c'est comme ça, hein. C'est mieux. Nous y voilà. Dites-moi pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Ce n'est toujours pas tes oignons, mais je me ferai un plaisir de te donner un aperçu. Qu'est-ce que les gens vont faire dans les zoos sur ta cochonnerie de planète? Et vous comptez rester longtemps? Le martien pencha la tête de côté. Tu as la tête dure, Toto. Je ne suis pas le bureau des renseignements. Mes faits et gestes ne te concernent pas. Ce que je peux te dire, c'est que je ne suis pas venu ici pour enseigner à l'école maternelle. Luc fixa le martien. Le type lui cherchait querelle. Bon, il trouverait à qui parler. Espèce de sale petit avorton verdâtre. Je devrais... De quoi? Tu voudrais ma photo, peut-être? Tiens, mais commandons. Fit Luc surpris de n'y avoir pas songé plus tôt. Et je verrai bien quand j'aurai développé. Il se rua dans la chambre à coucher. Son appareil était tout prêt, flash monté dans l'espoir de saisir sur le vif quelques coyotes, car il s'en approchait de la cabane la nuit. Il revint se planter devant le martien. Tu veux que je prenne la pause? Il mit ses pouces dans ses oreilles, agita ses 10 autres doigts, loucha et tira une immense langue vert chou. Ah! Luc prit la photo. Il rechargea l'appareil et l'éleva de nouveau. Mais le martien, cette fois, avait disparu. Sa voix résonna dans son dos. Ça suffit d'une, Toto. Ne me porte pas trop sur le système. Luc se retourna d'un bond et se remit en position. Derrière lui, la voix déclara qu'il s'était suffisamment couvert de ridicule comme cela. Luc abandonna, mais un cliché au moins l'avait été fait. On verrait bien ce qu'il représenterait. Dommage qu'il ne fût pas en couleur, mais on ne peut pas tout avoir. Son verre était vide. Il le remplit puis s'assit. Le plancher devenait un peu fuyant sous ses pieds. Vous captez nos émissions de radio, dites-vous. Pourquoi pas la télévision? Télévision? Connais pas. Luc expliqua. Non! Les ondes de ce genre ne portent pas si loin. Rendons grâce à Arquette. C'est déjà suffisant de vous entendre. S'il fallait encore vous voir. Baratin! Vous n'avez pas inventé la télévision, un point c'est tout. Mais quelle idée! Si nous avons envie de voir n'importe quoi à n'importe quel endroit de notre monde, nous n'avons qu'à couimer jusque-là. Au fait, dis-moi, est-ce que je suis vraiment tombé sur un monstre, ou bien est-ce que tous les gens d'ici sont aussi moches que toi?
Luc faillit s'étrangler avec une gorgée. Vous voulez dire que vous êtes à votre avis du genre beau gosse? Ma foi, je dois dire que oui. Aux yeux d'un congénère. Et vous êtes sans doute la coqueluche de ces demoiselles. Enfin, si vous êtes bisexué comme nous, et s'il y a bien des demoiselles martiennes... Nous sommes bisexués, mais rien de commun grâce à Arguette avec vous. Chez vous autres, cela se passe-t-il vraiment avec tous ces salamalecs dégoûtants, comme chez vos personnages à la radio? Et toi, es-tu amoureux, comme vous dites, d'une femelle? C'est pas votre affaire! Ah, tu crois ça? Et sur ces mots, le martien disparut. Luc se mit debout, pas très assuré sur ses jambes, et regarda autour de lui. Mais le martien n'avait couimé nulle part ailleurs dans la pièce. Il se rassit et but une gorgée pour s'éclaircir les idées. Grâce à Dieu, ou à Arguette, il lui restait la photo. Demain, il ira à Los Angeles la faire développer. Si elle montrait un siège vide, il n'aurait plus qu'à s'abandonner au psychiatre. Si c'était un martien, ma foi, il aviserait. Le mieux pour l'instant était de se cuiter le plus vite possible afin de tomber dans les bras de Morphée. Il ne s'en éveillerait que plus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.